garder notre rythme. On voudrait terminer à 19h30. Je ne suis pas seul, il y a beaucoup de boulot à faire aujourd'hui, alors je veux juste en profiter pour remercier Tina Tran. Tina, c'est une collègue de travail à moi qui est là pour m'accompagner. Marianne également, Marianne Palardi, désolé Marianne. Et puis Catherine Piazon qui est toujours fidèle au poste. Donc, on va m'accompagner, puis je vais essayer de faire le moins d'erreurs possible. Je vais rendre ça, j'espère, simple, facile, et je vais m'assurer de gérer le temps correctement, puis de créer une atmosphère, puis une occasion où on va pouvoir se parler franchement, mais en tout respect les uns des autres. En 18h04 que j'ai, je partirai donc maintenant. On a parti l'enregistrement, vous le voyez. La première partie, elle est enregistrée, mais pour assurer la confidentialité de tous et toutes, à la fin, on aura une période de questions de 45 minutes et là, on va arrêter l'enregistrement à ce moment-là. Donc, on va se parler vraiment entre nous. Alors, c'est un peu ça la prémisse aujourd'hui, c'est de vous présenter une formation, puis il y a une deuxième partie qui comprend la période de questions. Alors, Céline étant à bord, je commence. Moi, vous me connaissez peut-être parce que j'étais là au mois de décembre. J'étais présent également au mois d'août dans les deux premières rencontres. Aujourd'hui, c'est une troisième rencontre. Je suis Philippe Sabourin. Je suis votre animateur, le modérateur pour cette rencontre. Je travaille à la Ville de Montréal, qu'on soit clair, mais sur le plan administratif, je relève du service des communications. Je vous disais que ma responsabilité, c'est de gérer le temps, créer l'ambiance, puis rendre nos échanges, les échanges, dis-je bien, courtois, sympathiques, respectueux. L'objectif aujourd'hui, c'est de répondre un peu à ce qui a été demandé dans les deux premières rencontres, c'est de vous donner des outils pour mieux comprendre les réalités des communautés autochtones à Montréal, en particulier au niveau de l'itinérance, l'itinérance autochtone. Donc, on veut vous donner un bagage théorique, un bagage concret en même temps pour mieux comprendre ces réalités-là. C'est une rencontre, et là, j'insiste, apolitique. Alors, les gens que vous allez entendre ce soir, c'est moi et Adrienne Campbell, que je vais vous présenter tantôt. Nous serons tous deux là, présents après les élections. Donc, ce n'est pas une plateforme politique ce soir, purement administrative. C'est pour les citoyens, pour les citoyennes, pour les commerçants qu'on fait ça d'abord et avant tout. C'est un espace qui vous est réservé. On est ensemble jusqu'à peu près 19h30. Première partie, c'est de l'ordre de la formation. C'est enregistré. Ça sera disponible après. Vous pourrez le retrouver sur la page de la cohabitation sociale de l'arrondissement du Plateau notamment. Avec nous, il pourrait y avoir des personnes également qui sont en situation d'itinérance. On comprend qu'ils seront présents parmi nous. On aura des citoyens, des citoyennes, des commerçants. Et c'est important pour qu'on puisse se parler franchement, puis entre nous, qu'on soit respectueux. Donc, une règle simple, ce serait de parler au jeu quand vous vous adresserez à nous à la période de questions. Comme ça, il n'y aura pas d'équivoque. La session a lieu en français. But of course, if you do have questions in English, at the end of the training session, we will allow you to ask your question in your mother language. Au niveau du déroulement, notre commissaire aux relations avec les peuples autochtones, je vous en parlais tantôt d'Adrienne Campbell, eh bien, elle vous présente une formation d'une durée de 45 minutes. C'est la première partie. Il va y avoir une mise en contexte historique, sociale. Il y aura également, évidemment, on va toucher la dimension de l'itinérance autochtone. Alors ça sera notre premier volet de la soirée. Je le répète, c'est important, c'est enregistré. On va arrêter l'enregistrement après la formation. La deuxième partie, sans enregistrement, d'une durée de 45 minutes, c'est pour vous écouter. Alors, si parmi nous, il y a des élus, s'il y a des organisateurs communautaires, s'il y a des employés de la Ville de Montréal, sachez qu'ils sont là comme observateurs. Hein? Ça nourrit leur travail, ça peut nourrir leur réflexion d'être là, mais cette période vous est réservée. Quand je parle de la période de questions, c'est réservé à vous, citoyens, citoyennes, commerçants. Les consignes. D'abord, micro fermé. Alors, jusque-là, tout le monde a compris cette consigne-là. Il n'y a pas de clavardage, comme ça, on va pouvoir se concentrer sur la formation de Mme Campbell. Rendu à la période de questions, je vais revenir sur mes consignes, mais ça va être simple. Vous allez lever la main en cliquant au bas de l'écran, évidemment.
Vous allez attendre mon signal, puis on va vous présenter, puis on posera la question. Autre chose, pour que ça soit agréable comme rencontre, on va vous demander d'utiliser en bas de l'écran les 3 points suspendus. Vous permet de modifier la mise en page. Alors, vous pouvez, puis on vous suggère fortement d'aller modifier la mise en page et de prendre l'option barre latérale. Alors, ça se trouve au bas de l'écran. Vous avez le micro, la petite caméra, la main qu'on utilisera en période de questions. Et un peu plus loin, vous avez le 3 petits points. Accrochez pas le téléphone rouge. Ça ira pas bien. On s'en tient aux 3 petits points. Vous avez l'option modifier mise en page, puis barre latérale. Alors, si tout ça vous convient, je vais tout de suite vous présenter Mme Campbell. Ben, il faut dire que commissaire aux relations autochtones, c'est un nouveau poste à Montréal. Ça a été créé en 2018. Mme Campbell, elle est commissaire par intérim. Le poste étant celui de Marie-Ève Bordelot. Mais Marie-Ève est partie en congé de maternité. Alors, c'est avec plaisir qu'on a accueilli Adrienne Campbell. Elle va se présenter. Mais c'est elle qui fait, donc, qui occupe le poste de commissaire depuis près d'1 an, mais je laisserai Adrienne le préciser. Son poste, évidemment, il met l'accent sur les relations de la ville, hein, comme gouvernement, une relation d'égal à égal avec les communautés autochtones. Son premier mandat, c'est de faire le suivi sur la stratégie de réconciliation de la ville de Montréal. Donc ça, c'est son mandat. Elle a aussi comme tâche d'agir comme rôle conseil, hein, pour guider l'appareil qui est la ville de Montréal. Et elle a, évidemment, elle est guidée dans ses relations avec les peuples autochtones, puis elle a aussi comme mandat de faire de la pédagogie. Vous allez voir, c'est une grande pédagogue, puis sans plus tarder, Adrienne, je vais te laisser la parole. Je vais vous laisser la parole, nous présenter votre présentation PowerPoint d'une durée de 45 minutes, et moi, je vous retrouve à la période de questions. Bonne soirée. Merci beaucoup, Philippe, pour l'introduction et merci à tout le monde de votre temps et d'être présente ce soir. Donc, là, je projette. Donc, merci aussi, Philippe, pour l'introduction. Je vais aussi me présenter un petit peu plus côté personnel. Donc, moi, c'est Adrienne Campbell. Je suis d'origine Cri et libanaise. Donc, mon père était Cri. Et on va parler de qu'est-ce que c'est que ça. Cri du Manitoba. Et ma mère est libanaise et j'ai grandi à Montréal. Donc, pas dans ma communauté. Avant d'être commissaire, donc je suis ici dans ce poste depuis le mois d'avril. Avant ça, j'ai été 1 an à Service aux Autochtones Canada, où est-ce qu'on travaillait en matière de santé directement avec les communautés autochtones. Avant ça, j'étais 8 ans et demi directrice générale de Projet Autochtones du Québec, qui est un refuge qui existe toujours, ressource d'hébergement d'urgence pour hommes et femmes autochtones en situation d'itinérance. Avant ça, j'ai fait quelques années à la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le centre de logement autochtone. Donc, j'ai aussi travaillé en matière de logement directement avec les communautés des Premières Nations avant ça. Aujourd'hui, pour la présentation, on va parler des différents facteurs qui contribuent à la réalité de l'itinérance autochtone, un enjeu qui est de plus en plus visible et sur laquelle c'est tout à fait normal d'avoir des questionnements. Mais je veux aussi mentionner qu'il y a cette présentation-là a ses limites quand même. Ce n'est pas un cours d'histoire. On n'a pas le temps dans 45 minutes d'aller en profondeur. Ce n'est pas non plus une session sur la richesse culturelle des différentes nations, parce que ça aussi, on pourrait en parler longtemps et c'est important d'en parler de ça. Et ce n'est pas non plus une présentation sur tout le développement important, positif qui se fait à l'intérieur des communautés autochtones. Ce soir, on parle vraiment de la trajectoire qui mène vers l'itinérance pour la population autochtone. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Survol sur le contenu pour ce soir. Donc, qui sont les peuples autochtones? On va commencer vraiment basic. Un petit peu d'historique, de contexte historique pour nous situer. Et on va parler des pensionnats, les traumas intergénérationnels, ce qui va nous amener vers le phénomène de l'itinérance. Et à la fin, on va parler un petit peu des services et comment aider, qu'est-ce qu'on peut faire.
Je vais passer rapidement à travers certaines parties parce que, comme j'ai dit, on a seulement 45 minutes. Donc, je vais essayer de rentrer le plus possible dans le contenu. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on dit autochtone? Le terme, c'est un terme très large. C'est un petit peu comme dire asiatique. Asiatique, il y a plusieurs cultures, langues différentes. C'est la même chose. Donc, c'est un terme très générique qui veut dire les habitants originaux de ce territoire-là. Le mot autochtone, ça comprend 3 sous-groupes. Donc, les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Et on va parler de chacun brièvement maintenant. Aussi, durant cette présentation-là, j'espère, ou l'esprit en arrière de ça, c'est aussi de vous mettre dans une autre perspective. Donc, aussi, quand on dit autochtone et quand on parle des habitants originaux de ce territoire-là, quand je dis territoire, il faut aussi ne pas penser à Canada, États-Unis, les provinces à l'intérieur du Canada. Il faut oublier ces frontières-là et reconnaître que les nations autochtones qui occupaient ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Nord, ont occupé des territoires qui sont hors les frontières qu'on a actuellement aujourd'hui. Okay? Donc, juste de vous garder ça dans l'esprit. Donc, quand on dit Première Nation, on a tendance parfois à penser à des nomades en mode survie tout le temps. Mais Première Nation, c'est aussi un terme très large qui décrit plusieurs sous-groupes, plusieurs nations distinctes et différentes. Donc, on a des groupes autochtones qui sont sédentaires. On avait d'autres qui étaient nomades. On a des nations avec des différentes langues, des différentes cultures, des différentes pratiques et aussi des modes de gouvernance propres à leur nation. Vous avez peut-être entendu le mot Mohawk ou la nation Mohawk. On connaît peut-être la communauté de Kahnawake qui est juste au sud de Montréal. Dans la langue Mohawk, le mot Mohawk, en fait, ça n'existe pas dans leur langue. Okay? Ce qu'ils s'appellent eux-mêmes, c'est Kanien'kehá:ka. Donc, ce sont les Européens qui ont nommé les différentes nations. Parfois, c'était des anthropologues ou bien les religieuses qui ont décidé d'assigner des noms à ces différentes nations-là. Donc, vous connaissez peut-être certains qui existent ici à ce qu'on appelle le Québec. Donc, les Cris, peut-être du nord du Québec, vous êtes peut-être familier avec les Cris. Dans leur langue, ils s'appellent Iou, ce qui veut dire le peuple. Dans ma langue, donc mon père est écrit du Manitoba, dans notre dialecte, on s'appelle Ininiwak. Donc, Ininiwak qui veut dire le peuple, the people. Donc, le terme Cri, ça n'existe pas dans notre langue. Pourquoi je dis ça? C'est parce que parfois, à travers toute l'histoire, il y a des éléments qui ont été imposés sur les peuples autochtones, même dans comment on s'appelle, comment on s'identifie, quelles sont les pratiques qu'on a le droit de pratiquer. Donc, aujourd'hui, on essaie de plus en plus d'utiliser les mots autochtones eux-mêmes. Donc, vous avez peut-être appris à l'école les montagnais, okay, qui sont autour de la côte nord. Ils s'appellent Innu, encore ce qui veut dire le peuple. Donc, les Premières Nations, toutes les différentes nations qui existaient en Amérique du Nord, comme j'ai dit, chacun avec leur propre langue, culture, pratique, et aussi, ils s'auto-gouvernaient bien avant le contact avec les Européens. Il y avait différents types de gouvernance, même des démocraties, avec des lois, des pratiques pour garder une certaine ordre. Donc, ce n'était pas le chaos total ici. Les Inuits, ce sont le peuple originaire de l'Arctique, above the Arctic Circle. Ce sont souvent les personnes que vous allez voir peut-être plus visiblement dans votre quartier en particulier.
Mais ce n'est pas que cette image-là qu'il faut avoir non plus. Donc, les Inuits, très différentes en termes de culture que les Premières Nations aussi. L'environnement est très différent. Aussi, le terme Inuit, il faut juste dire, ça peut aider là, de savoir que le terme Inuit est déjà au pluriel. OK? C'est l'ensemble du peuple. Si on veut parler du singulier, on dit Inuk. Ah, Tommy, il est Inuk. I'm Inuk. OK? Aussi, leur mode de vie, c'est basé sur leur expérience dans leur environnement. Donc, on voit ici dans les photos, on voit quelques pratiques traditionnelles, la couture, les chiens, on va en parler tantôt, les chiens de traîneau. Les Inuits ne vivent pas que dans les igloos. Durant l'été, c'est impossible de bâtir un igloo avec de l'eau. Donc, durant l'été, ils vivent dans des tentes. Leur territoire, qui est au nord, ça s'appelle pour eux Inuit Nunangat. Et il y a différentes parties de leur territoire, que vous pouvez voir les différentes couleurs. Ici, au Québec, la partie au nord du Québec, qui est le territoire des Inuits, ça s'appelle Nunavik, qui n'est pas la même chose que le territoire Nunavut. Donc, au nord du Québec, c'est le Nunavik. Et on compte autour ou même plus de 10 000 Inuits qui vivent dans 15 villages différents au nord du Québec. Et aussi, même chose, de se mettre dans la perspective des peuples autochtones. Beaucoup de ces communautés-là comptent moins de 1000 habitants par communauté. Donc, c'est assez des petites communautés quand même. Aussi, le territoire ancestral des Inuits comprend environ 35% de la masse terrestre du Canada. Aussi, quelque chose de très important à retenir en tête quand on va parler de quand les gens arrivent ici à Montréal et leur vécu rendu en ville, comparé à leur vaste territoire au nord. Les Métis, ce sont des personnes avec une ascendance mixte, excuse-moi, entre Premières Nations et différentes nations européennes. Souvent, c'est mélangé avec Écossais ou les Français. Il y avait même des langues et des pratiques distinctes qui se sont développées quand les Européens se sont mélangés avec les nations autochtones. Un petit peu de survol historique, juste pour refresh our memories. Donc, avec l'arrivée des Européens, je pense qu'on se souvient tous de nos cours d'histoire. Bon, il y a eu contact, il y a eu un système d'échange, je ne sais pas, je m'excuse pour mon anglais, là, mais the fur trade, OK? Il y avait quand même des échanges qui se passaient entre les nations européennes et les nations autochtones ici. Il y avait des alliances, il y avait des guerres, il y avait des échanges et tout. Il y avait aussi des impacts négatifs qui étaient, c'est sûr, l'arrivée des maladies étrangères sur ce territoire-là et beaucoup d'autres éléments qui ont causé des enjeux, mais quand même, ça restait des nations autodéterminantes. Au courant de l'histoire, un document très important, c'était la proclamation royale. Donc, ce document-là, ça date de 1763, où est-ce que le roi d'Angleterre a stipulé que les Autochtones, techniquement, possèdent toute la terre qu'ils n'ont pas cédée ou vendue. Il y a une raison pour laquelle je mis ce diapo-là, c'est très important de garder en tête, parce qu'il y avait une reconnaissance des Autochtones en tant que peuple distinct et de leurs droits à leur territoire. Donc, ça s'est dit que, OK, si on veut développer, si on veut coloniser, ça prend des ententes parce qu'on reconnaît que ce territoire leur appartient. Donc, quand le Canada devient un pays, qu'est-ce qu'il commence à faire? C'est de rentrer dans des ententes avec les différentes nations pour commencer à avoir de plus en plus de territoires. Donc, ils entrent dans ce qu'on appelle les traités, the treaties.
Ce sont des ententes entre la couronne, ce qu'on appelle la couronne, et les nations autochtones pour clarifier les obligations de ce transfert-là, pour accueillir du territoire, clarifier les promesses et les bénéfices entre les deux parties. Ce sont des ententes qui sont encore valides et importantes aujourd'hui. Par contre, il faut dire qu'il y a différentes interprétations quand ces traités-là ont été signés. Donc ça, c'est, vous pouvez voir un ancien document. À ce moment-là, on est toujours dans les années 1800. À ce moment-là, la traduction simultanée n'existait pas. Pas tous les Anglais parlaient les langues autochtones et pas tous les Autochtones parlaient en anglais. Ils parlaient leur langue maternelle autochtone. Donc, quand on présente un document que vous pouvez voir sur l'écran, parfois les interprétations étaient très différentes. D'une perspective occidentale, l'idée en arrière de ces traités-là, c'était pour dire, ben nous, on veut prendre ce terrain-là et en échange, on va vous donner 5 $ par année, on va vous donner des outils pour faire de l'agriculture, on va vous donner 1 pound de farine. Et voilà, on va vous fournir de l'éducation gratuite et de l'aide au niveau de votre santé. Ça, c'est la perspective occidentale. Pour les nations autochtones, le concept de céder le territoire complètement n'existait pas. Le terre en dessous de leurs pieds n'était pas à eux de donner. Et donc, pour eux, ils se disent, ben oui, ça ne nous dérange pas de le partager, pas de problème. Mais aussi, il y avait des interprétations différentes. Donc, d'un côté, on pense, OK, là, on va posséder ce territoire-là, on va le prendre des nations autochtones, mais chez les Autochtones, tu n'as pas ce même concept-là de posséder la terre. Il y avait aussi le contexte rendu dans ce temps-là, dans l'histoire, où est-ce que, encore, excuse my English, the fur trade, OK, collapsed. Donc, il y avait maintenant, c'était plus égal à égal, où est-ce que les Autochtones puis les nations européennes échangeaient de façon plus ou moins adéquate. Maintenant, il y avait extrêmement de pauvreté dans les communautés autochtones. Il y avait de plus en plus de contrôle gouvernemental sur leur vie. Il y a beaucoup de chefs des nations autochtones qui étaient très inconfortables de signer ces documents-là. Mais il y en a plusieurs qui ont dit, ben, OK, entre la pauvreté, moi, je dois m'assurer de la survie de ma nation. Parfois, on n'a pas le choix que de signer. Mais ces ententes-là sont toujours pertinentes aujourd'hui. On continue. D'une perspective autochtone, pour la nation Mohawk, par exemple, je vous donne leur perspective sur qu'est-ce que ça voulait dire réellement partager ce territoire-là. Donc, l'esprit pour eux de la cohabitation avec les Européens, c'était ça. Ça, c'est un wampum belt. C'est leur façon de décrire visuellement une entente formelle. Et je vais vous lire ce que ça symbolise, ce traité visuel-là. Et donc, je cite un aîné Mohawk, M. Ray Faden. Ces deux rangées symboliseront deux chemins ou deux vaisseaux voyageant ensemble sur la même rivière. L'une, un canot d'écorce de bouleau, sera pour les peuples autochtones, leurs coutumes et leur mode de vie. L'autre, un bateau, sera pour les peuples non autochtones et leurs lois, leurs coutumes et leur mode de vie. Nous descendrons la rivière ensemble, côte à côte, mais dans nos propres vaisseaux. Ça, c'était l'esprit et l'intention de la part des peuples autochtones quant à le partage de ce territoire-là. Mais ultimement, c'est la perspective plus occidentale qui a pris le dessus et on a commencé à ouvrir pour l'immigration. On a commencé à ouvrir plus dans l'ouest du Canada aussi. Et ce qui s'est arrivé avec ça, c'est que les communautés autochtones qui ont déjà vu une réduction de leur territoire de chasse et donc leurs moyens de survivre et être autonomes, ben, avec de plus en plus d'immigration à ce qu'on appelle maintenant le Canada,
on a des enjeux maintenant parce que tu as des nations autochtones qui essayent de survivre et d'aller à la chasse sur un plus petit territoire et on commence à avoir des enjeux de cohabitation, là. On commence à avoir des agriculteurs immigrantes qui disent, ben, coudon, il y a un autochtone on my farm qui essaie de chasser. Donc, avec ça, le gouvernement a dû trouver une solution pour dire, ben, comment est-ce qu'on habite ensemble? Donc, le gouvernement du Canada a créé ce qui est une loi qui existe toujours aujourd'hui, la loi sur les Indiens, en 1876. Ça existe encore aujourd'hui, il y a eu des modifications. Les Indiens, qu'on ne dit plus, ce terme-là, on ne dit plus ce terme-là, mais ils étaient considérés des enfants de la couronne. Okay? Donc, déjà, on commence à voir le vue un petit peu paternaliste envers les Autochtones. L'objectif de cette loi-là, c'était d'assimiler les peuples autochtones à la société occidentale. Cette loi aussi, ça a déterminé la structure politique sur ce qu'on appelait les réserves. Donc, cette loi-là a créé le système de réserve que je pense vous connaissez, vous avez déjà entendu le mot réserve indien. Dans cette loi-là, on a interdit les pratiques culturelles et spirituelles des Autochtones. On pouvait aller en prison si on pratiquait nos coutumes ou pratiques. Il y avait aussi l'imposition d'une forme de gouvernance qui était celle du Canada. Donc, on a enlevé les chefs traditionnels des communautés et on a imposé un autre système. Il y a toujours des chefs dans les communautés, mais ce sont des chefs qui sont payés par le gouvernement. Donc, avec la création du système de réserve, encore, les nations autochtones sont mises sur des territoires de plus en plus petits. Dans cette loi-là, il y avait aussi un système de laisser-passer, le pass system. Ça interdisait qu'un Autochtone puisse quitter sa réserve sans permission d'un agent du gouvernement. Donc, si un monsieur autochtone voulait quitter pour aller à la chasse ou pour aller voir sa famille d'une autre réserve, il a fallu faire le trajet. Hein, il faut se mettre dans ce temps-là. Il n'y avait pas de voiture. Il fallait faire le trajet pour aller voir l'agent du gouvernement s'il était présent à son bureau. Il a fallu attendre à ce qu'il soit présent et qu'il approuve qu'un monsieur puisse sortir pendant 2 semaines pour aller à la chasse. Entre-temps, tu n'as pas de bouffe. Donc, quelqu'un a posé la question en quoi le peuple autochtone n'aurait pas les mêmes droits que nous, tu sais, même aujourd'hui. Bien, déjà, on part de loin où est-ce qu'ils n'avaient pas le droit d'être liberty of movement. Je m'excuse, je n'ai pas le terme. Même en termes de droit de vote, les Autochtones ne l'ont pas eu pleinement jusqu'en 1960. Donc, ça, c'est une carte de toutes les réserves au Canada. On ne voit pas ici les communautés inuites. On va expliquer pourquoi. Donc, on voit ici plus de 650 communautés Premières Nations au Canada. Les réserves, donc la loi sur les Indiens, ça s'applique aux Premières Nations. Ça ne s'applique pas au peuple inuit. Les Inuits qui vivent dans le Nord, la colonisation est arrivée beaucoup plus tard que chez les Premières Nations. Le gouvernement ne s'intéressait pas tant au Nord jusqu'à tout récemment. Donc, les Inuits, ils vivent dans des municipalités et non des réserves. Aussi, les réserves, il faut dire, ce sont des juridictions fédérales. Donc, en matière de santé, ce n'est pas la province. Si, par exemple, pour les réserves des Premières Nations au Québec, ce n'est pas le Québec qui a juridiction en termes de santé sur les réserves, c'est le fédéral. Dès qu'une personne autochtone quitte la réserve, ils sont sous la responsabilité provinciale, mais on voit que parfois, cette transition-là, on échappe les gens entre ces deux systèmes-là. Ici, un petit peu plus spécifique à nous. Donc, ici au Québec, on a 11 nations autochtones différentes.
OK, là, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut, mais on a des Algonquins, les Mohawks, les Cris, les Inuits, etc. Donc, ça vous donne une idée de où sont situées les communautés. On avance. Avec la loi sur les Indiens, comme j'ai dit, ça a créé le système de réserve. Ça interdisait tout ce qui était la culture des Autochtones. Mais le gouvernement avait besoin d'aller un pas de plus. Ils se sont dit, ben, comment mieux cohabiter ensemble quand ces Indiens-là sont sauvages un peu, leur mode de vie? On n'est pas d'accord. Il faut les éduquer. La meilleure façon de les éduquer, ben, comment qu'on fait s'ils viennent à l'école, puis ils retournent chez eux en soirée, puis ils continuent à pratiquer leur langue, puis leur culture et leurs pratiques? Ça ne marche pas. La meilleure façon de les éduquer le plus rapidement possible, c'est de les sortir carrément de chez eux et de ne pas les permettre de retourner chez eux régulièrement. Comme ça, on va rapidement enlever tout ce qui est l'Indien de chez eux et on va le remplacer plus rapidement en commençant avec les enfants. Donc, on a créé ce qu'on appelle les pensionnats. Donc, les pensionnats, c'est une politique d'assimilation de la part du Canada. Ça s'est aussi passé en Australie, aux États-Unis avec les Autochtones. Donc, c'était la loi que chaque enfant autochtone devrait aller à ces écoles-là. Si les parents disaient « non, je ne veux pas envoyer mon enfant ici », ils se faisaient arrêter. Donc, c'était imposé par la GRC, cette loi-là. Et ces écoles-là étaient gérées à l'interne par les religieuses. Donc, une politique de l'État imposée par le GRC et gérée par les différentes églises. Donc, les enfants pouvaient être séparés 10 mois de l'année ou l'année au complet, ou même toute leur enfance au complet de leur famille. Dès qu'ils rentraient, on les a coupé leurs cheveux, que pour des Autochtones, c'est quelque chose de très spirituel. On les interdisait de parler leur langue, de pratiquer leur culture. Et parfois, on me demande, OK, bon, c'est bien beau, là, ça c'était à la fin, en 1800 quelque, là. Pourquoi qu'on parle de ça quand on parle de l'itinérance? Moi, mon oncle, il est allé au pensionnat. Mon oncle est décédé assez récemment. J'ai connu des personnes dans la rue, quand je travaillais à Pâques, qui sont allés, eux, au pensionnat. Le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996. Donc, pour vous donner une idée, on n'est pas loin dans l'histoire. Malheureusement, oui, il y a eu l'éducation occidentale, apprendre des mathématiques et tout, mais malheureusement, ce n'était pas rien que ça qui se passait à l'intérieur de ces pensionnats-là. Il y avait quand même, malheureusement, énormément d'enfants autochtones qui sont morts dans ces pensionnats-là. On parle de quasiment 4000 au moins qu'on connaît. On parle de tuberculose qui était une cause de beaucoup de décès chez les Autochtones. Et il y avait un médecin, un Dr. Bryce, qui, à un moment donné, c'était un petit peu comme un ombudsman, là. Il a fait l'évaluation de l'état de ces écoles-là. Et il a estimé que le taux de mortalité chez les enfants autochtones était de 35 à 60 % dans ces écoles-là. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dire à des parents, ben, tu sais, ça va être bon pour l'enfant, ils vont apprendre les mathématiques, mais il y a un taux de mortalité de 35 à 60 % pour vos enfants. Ça, c'était le cas pour les Autochtones parce qu'on voyait comme s'ils étaient des moins qu'humains. Donc, il y a eu beaucoup de morts de la tuberculose, aussi des maladies. Il y a eu des morts causées par des abus, malheureusement. Il y a aussi eu des pratiques qu'aujourd'hui, ça ne devrait jamais arriver, des expériments scientifiques faits sur les enfants malnutrition. Okay? On savait dans ce temps-là qu'est-ce que ça prenait pour un enfant d'être en santé.
mais on n'offrait pas dans ces pensionnats-là adéquatement ces éléments-là. Il y avait aussi, comme les parents n'avaient pas le droit d'avoir accès à ces pensionnats-là, souvent les pensionnats étaient au sud, hein, les communautés qui étaient au nord, ça prenait des heures pour avoir accès à ces pensionnats-là. Fait que ces pensionnats-là n'étaient pas proches des communautés autochtones. Donc, pas à la vue des parents, et éventuellement, que vous avez sûrement vu dans les nouvelles récemment, il y a eu beaucoup d'abus physiques et sexuels. Là, Ottawa, dans une enquête, on identifie 5300 agresseurs présumés dans ces pensionnats-là. Pour vous donner une idée, il y avait autour de 150 écoles à travers le Canada. Ça donne pas mal d'agresseurs, disons, par école. Il y avait aussi des enfants qui sont morts parce qu'ils ont essayé de fuir les pensionnats en pensant que leur communauté était peut-être pas trop loin. Mais ils sont morts de exposure, de froid, quand ils sont partis. Ça, très rapidement, c'est une depiction, une illustration de qu'est-ce qui s'est passé réellement quand on enlevait les enfants pour les amener au pensionnat. Donc, ça, c'est en anglais, mais rapidement pour dire qu'il y a un jeune enfant qui se souvient de la GRC qui est venu chez lui pendant que son père était dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pendant que son père se battait pour le Canada, le GRC sont venus pour l'enlever, pour l'amener au pensionnat. Il avait 5 ans. Et parfois, on a l'impression que, OK, bon, les Autochtones veulent rester dans leur réserve, ils veulent être à part, ils ne veulent pas. Pendant cette période-là, il y avait, avec les 2 guerres mondiales, il y avait autour de 7000 Autochtones qui se sont inscrits volontairement pour participer aux 2 guerres mondiales. Il y avait des contributions importantes aussi de la part des Autochtones pour le Canada. Ils ont même contribué à l'effort de guerre sur le front intérieur. Ils ont fait des dons financiers importants. Ils ont donné des vêtements, des aliments pour appuyer des bonnes causes. Ils ont même accordé le droit d'utilisation de certaines terres sur leur réserve pour permettre la construction de nouveaux aéroports, de champs de tir et d'installations de défense. Donc, encore là, en même temps qu'on essaie d'enlever leur langue, leur culture, on utilisait leur langue et ce qu'ils avaient à contribuer pour faire des avancements importants dans les différentes guerres. Qu'est-ce qui s'est passé au pensionnat? Quelques témoignages. Je pense que c'est important moi, je peux en parler, mais ça parle beaucoup plus quand on a les témoignages directs des personnes. Donc, il y a une jeune femme, Frances, qui dit qu'on me sortait chaque soir et ça a continué jusqu'à ce que j'ai environ 12 ans. Il y avait plusieurs superviseurs, des hommes et une femme. C'était dans le dortoir, elle parle de son abus sexuel. C'était dans leur chambre, dans l'abri d'auto, dans son auto à lui. Un autre monsieur qui parle de son expérience, monsieur Richard Kastabish, de son expérience au pensionnat. On finissait par haïr notre race. On nous a implanté des graines de haine qui se sont développées en autre chose. On haït la société en général, on haït les Blancs en général. On finit par haïr tout le monde. On n'a plus d'estime de soi quand on sort de là. On est complètement défait, dépersonnalisé et tout ce que ça comporte. Les résultats de ça, ça crée de la violence à tout moment. Quand tu es un enfant abusé et tu n'as pas la possibilité, tu es enfermé en prison dans un pensionnat. Tes parents ne sont pas là, tu peux raconter ça à personne. Et ça, c'est la prise de pouvoir d'un abuseur. Et donc, un enfant, ils apprennent à garder ça à l'intérieur, mais de trouver une façon de vivre avec. Les gens qu'on voit dans la rue, il y en a beaucoup, 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 les hommes et les femmes qui ont vécu des abus sexuels. Parfois, les gens qui ont vécu des abus sexuels, qui ne guérissent pas de ça, parfois, ils deviennent les agresseurs. Et donc, ça crée des générations et des générations de personnes qui ont vécu des traumatismes importants.
dans ces pensionnats-là. Une fille qui dit « Je ne savais pas que c'était mal, l'abus sexuel. J'ai toujours pensé que c'était moi qui avais fait quelque chose de mal et c'est pour cette raison que j'en ai pas parlé immédiatement. J'ai tout gardé en dedans. Je suis simplement retournée au dortoir et je me suis lavée. » On apprenait à ne plus pleurer. On ne faisait que s'endurcir. Parfois, on voit ça dans la rue. On ne voit pas les victimes traditionnelles où est-ce qu'il y a quelqu'un, une femme qui pleure dans un coin avec la main tendue pour dire « Aidez-moi, s'il vous plaît ». Parfois, on voit un front très dur, très difficile à franchir, mais c'est important de reconnaître d'où ça vient. Quand tu as été abusé par quelqu'un qui était supposé de te protéger, un religieux, un enseignant, un juge, un membre de ta famille, comment faire confiance à n'importe qui, à un policier qui va t'approcher quand tu as perdu confiance parce que tu as été abusé par quelqu'un qui était censé être protecteur? Donc, parfois, dans la rue, on voit ces conséquences-là des traumatismes. On entend aussi, ben, tu sais, c'est quand même bien, ils ont reçu une éducation. Et on a tendance à voir les Autochtones comme peut-être non éduqués ou, ben, tu sais, une chance qu'ils ont appris les mathématiques. Ben, pour donner une perspective différente sur comment valoriser les connaissances que les Autochtones ont, les Autochtones même au coin de la rue, j'aimerais vous lire rapidement ça. Donc, une fille qui parle de son éducation traditionnelle. J'ai reçu l'éducation traditionnelle à la maison avant d'aller au pensionnat. Mes parents m'ont enseigné ce qui était nécessaire, quoi faire et comment le faire selon les modes de vie traditionnels. Nous avons appris sur les médicaments, quand les cueillir et pour quelles raisons ils étaient utilisés. De cette façon, j'apprenais les sciences ou la biologie des plantes et des arbres. Il s'agissait d'études environnementales sur les arbres. En choisissant et en coupant l'écorce du bouleau, nous avons appris comment retirer l'écorce de l'arbre sans nuire à celui-ci, comment la sécher, comment en prendre soin quand elle était entreposée. J'ai appris la science de la météo. J'ai appris sur les saisons et comment celles-ci ont aidé les êtres humains à survivre en fonction de les saisons. Là, j'ai parlé des pensionnats, un petit peu de la colonisation qui s'est passée au Canada, mais j'ai aussi mentionné tantôt que chez les Inuits, ça s'est passé beaucoup plus récemment, parce que encore le Grand Nord n'était pas un grand intérêt pour le Canada, sauf qu'il y a à peu près 70 ans. Donc, la colonisation chez les Inuits a été faite en très, très peu de temps et très rapidement. Donc, le changement de vie dans le Nord a eu un impact important. Les Inuits étaient nomades, mais le gouvernement a imposé la sédentarisation de leur peuple. Il les forçait à habiter dans des tout petits villages. Il y a eu, on n'a pas le temps d'aller en détail, mais il y a eu des chiens de traîneau qui ont été tués par la GRC pour forcer la sédentarisation et de les faire vivre comme les personnes non autochtones. Il y a des personnes dans la rue que vous voyez un petit peu les plus vieux qui sont nés dans des igloos ou dans les tentes, ou que leurs parents sont nés dans les igloos et dans les tentes. Donc encore, colonisation très rapide dans le Nord. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'instances politiques inuites bien organisées qui essaient de maintenant défendre leurs droits, puis ils ont des plans pour améliorer les conditions de vie et de leur culture. Tout ça, comme j'ai dit, les pensionnats, c'est très récent. Ça nous amène à l'itinérance autochtone ou le sujet de l'itinérance autochtone à Montréal. Donc, j'ai parlé des réserves. On a les villages chez les Inuits, où est-ce que oui, les villages Inuits, ils payent des impôts. Dans les réserves, on ne paye pas d'impôts, mais dès qu'une Première Nation, une personne de Première Nation sort de la réserve, oui, ils payent des impôts. Donc, juste pour peut-être démystifier cet élément-là. Donc, pourquoi est-ce que les Premières Nations quittent leur réserve ou pourquoi est-ce que les personnes Inuits quittent leur communauté? Différentes raisons, comme n'importe qui veut venir en ville parfois. Dans certaines communautés, il y a des situations de pauvreté, des conditions de vie difficiles.
On a décrit l'historique de tout ça, de la pauvreté et aussi le lien de dépendance qui a été créé entre les Premières Nations et l'État canadien. Donc, on les a mis sur les réserves, on a enlevé leur capacité d'aller chasser et de se nourrir et on a enlevé leur mode de gouvernance traditionnelle. Donc, on a créé un lien de dépendance totale. Donc, parfois, les conditions de vie dans les communautés ne sont pas faciles, mais pas toutes les communautés. Il y en a qui vont extrêmement bien. Ils sont peut-être près des ressources ou des centres urbains. D'autres raisons, comme n'importe qui, je veux améliorer mon éducation. Tu n'as pas des cégeps dans les communautés autochtones. Donc, pour poursuivre, il faut venir en ville. Les gens qui veulent obtenir un emploi, un sentiment d'avoir une meilleure vie, peuvent venir ici. Dans le Nord, sur les réserves, techniquement, ce sont des terres qui appartiennent à l'État, qui sont données aux personnes autochtones pour qu'ils puissent utiliser. Mais un autochtone, une Première Nation, n'a pas le droit d'avoir une hypothèque. Même s'il a un emploi extraordinaire, il ne peut pas lui-même avoir une hypothèque. Pourquoi? Parce qu'en cas how do you say? Si on ne paye pas, okay, une banque ne peut pas saisir le territoire sur une réserve parce que ça appartient à la couronne. Donc, c'est très compliqué pour avoir la construction de logements sur les réserves. Extrêmement compliqué. Donc, c'est beaucoup de logements sociaux qui existent. Et avec les budgets minimes que le gouvernement fédéral donne, il n'y a pas assez de logements pour que tout le monde puisse vivre adéquatement. Il y a beaucoup de logements surpeuplés. Tu peux avoir 13-15 personnes dans un 3,5 dans une réserve autochtone. Aussi, le plus dans le nord que tu vas, le temps que tu as dans l'année, juste à cause de la température, est plus petit dans lequel tu peux construire, surtout dans le nord, okay, au Nunavik, par exemple. Donc, important de tenir compte de cette réalité dans le nord aussi. Tu peux avoir un manque d'emploi. Dans les réserves, il n'y a pas énormément d'opportunités, encore dépendamment de la réserve. Tu peux aussi, on a parlé des traumatismes, OK? Un élément que j'oublie de mentionner, mais quand on a des traumatismes non réglés, non guéris, quand tu n'as pas les ressources, le soutien nécessaire pour guérir de ça, pour comprendre l'abus que tu as peut-être vécu, oui, il y a des mécanismes de défense qui sont malsains. Consommation d'alcool, consommation de drogue. Quand tu ajoutes à ça des maisons surpeuplées, ou est-ce que quelqu'un a des enjeux de consommation ou de violence, c'est toute la famille qui subit ça. Imagine que tu es un enfant à l'école, dans la réserve, dans un logement surpeuplé, et essaye de te concentrer sur tes devoirs s'il y a de l'abus dans la maison ou la consommation d'alcool, et où tu n'as pas d'endroit où est-ce que tu as de la paix pour étudier. Beaucoup de décrochage scolaire dans les communautés. Mais les gens peut-être, bon, ça va pas bien, je veux quitter, je veux venir à Montréal, je connais du monde ici, je veux travailler. Si tu as décroché et tu parles seulement Inuktitut et l'anglais parce que tu n'as pas eu accès à l'éducation en français jusqu'à tout récemment, comment tu fais pour avoir un emploi ici à Montréal? Comment tu fais pour avoir un logement si tu n'as pas d'emploi ou d'accès à l'emploi ici à Montréal? Parfois, des gens qui sont incarcérés, qui n'ont plus le droit de retourner dans leur communauté et qu'ils arrivent à Montréal. Ça, c'est un logement dans une communauté en Ontario. Ils n'ont pas tous l'air de ça. Il y a des logements très jolis dans mansions, okay, dans certaines communautés, mais il y a des communautés où est-ce que les logements, ils ont l'air de ça. Ma famille au Manitoba, on a été séparés par le gouvernement. Donc, ma famille se situe sur plusieurs réserves différentes parce que le gouvernement a pris le bon terre, là. Ils nous ont mis sur les patchs avec Swampland. Okay? Donc, ma famille sont séparées sur plusieurs réserves différentes au nord. Et il y a des logements qui ont l'air de même. Adrienne, swamp, c'est marécage. Oh, merci. Thank you. Et excuse tous les anglicismes là, que je suis en train de faire.
Donc, toutes les raisons, vous avez entendu, pour lesquelles les gens peuvent quitter leur communauté pour vouloir venir en ville. J'ai oublié. Soins médical. Excuse-moi encore. Dans le Nord, dans des petits villages de moins de 1000 personnes, tu n'as pas d'hôpital. Tu as parfois 3-4 infirmières, tu n'as pas de médecin, tu n'as pas accès à tout ce qu'on a ici à Montréal. Donc, pour les Autochtones qui souffrent de maladies chroniques comme le diabète, qui est très commun, ils doivent absolument venir en ville pour des soins de santé. Parfois, ils veulent tout à fait retourner dans leur communauté, mais ils sont ici en dialyse ou pour d'autres traitements pour le cancer. Donc, ils sont un petit peu entre les deux. Ils souhaitent retourner dans leur communauté, mais ils ne sont pas en mesure. Il y en a d'autres que, pour différentes raisons, disent « OK, une chance, maintenant je suis à Montréal, j'aimerais ça rester ici. » Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour des soins médicaux à Montréal. Qu'est-ce qui arrive rendu en ville? Okay, on a commencé à parler des petites communautés, les valeurs, les cultures différentes. Il y a la barrière de la langue. Dépendamment de si c'était les Anglais ou les Français qui ont colonisé un tel territoire, ben c'est ça la langue que les nations ont appris. Fait que chez les Inuits, c'était les Anglais qui ont monté. Donc, ils ont appris l'anglais, mais ils parlent Inuktitut. Donc, ils sont bilingues. Sont bilingues. Il faut qu'on change nos perspectives. Ils sont bilingues, mais pas avec la langue qu'on dit qui devrait être dominante. Ils sont parfois même trilingues, les Inuits qui sont à Montréal depuis plus longtemps. Donc, parfois, quand on dit, ben voyons donc, ils ne parlent même pas le français, là. Nous autres, on est sur le territoire des Mohawks. Comment ça qu'on ne parle pas Mohawk? Il faut changer parfois la façon dont on voit les choses pour ne pas voir ça de façon paternaliste. Les Européens étaient les immigrants sur ce territoire-là. Donc, pour les Inuits qui arrivent à Montréal, qui parlent déjà Inuktitut et anglais, mais qui sont discriminés, et parfois, j'ai entendu des médecins dire « Oh, mais he doesn't understand », tu sais. On les part vers le bas parce qu'ils ne comprennent pas le français. On les a enlevés de leur mode de vie. On a coupé la façon dont ils pouvaient survivre de façon traditionnelle et être autonomes. On a créé un système où est-ce qu'ils doivent venir au sud pour des soins de santé parce qu'on les a sédentarisés, on les a donné des maladies, on a enlevé leur capacité d'aller à la chasse. Et le coût de nourriture dans le Nord, tu peux payer 20$ pour un 2 litres de lait. Donc, oui, les gens développent toutes sortes de problématiques de santé. Et ils viennent, ils descendent et parfois, ils se font traiter comme « Ah, oh, vous n'êtes pas très intelligent ». Et ça fait beaucoup de mal quand on accompagne les personnes en situation d'itinérance dans les hôpitaux ou même en cours ou autres, et qu'ils se faisaient traiter comme « OK, on doit les traiter comme des enfants ». Aussi, en arrivant d'un petit village à Montréal, tout ce qui est le sentiment communautaire est très différent. C'est plus le tout petit village où est-ce que l'infirmière te connaît. Donc, parfois, accéder aux soins de santé, très difficile. Aussi, la grande connexion à leur culture, c'est difficile aussi d'avoir ça, de maintenir ça en arrivant à Montréal. Moi, comme j'ai dit, je suis moitié libanaise, on est ici depuis longtemps. On a déjà une communauté bien établie, il y a des centres culturels, tu peux aller apprendre ta langue si tu veux. Où est-ce que c'est cette communauté positive autochtone à Montréal? C'est en développement, mais les gens parfois sont traités comme s'ils n'avaient pas le droit d'être ici. Aussi, les valeurs sont différentes. Dans le Nord, quand tu habites proche à la famille et quand tu survis avec eux, ben, c'est plus l'interdépendance que tu as. Ici, on est plus dans l'indépendance. Mon appartement qui m'appartient, que moi, je gère tout seul et je dois bien faire ça. Dans le Nord, avec un logement surpeuplé, c'est très correct que les grands-parents prennent soin des enfants pendant que maman essaye d'aller à l'école à Montréal. C'est très normal que la famille élargie prenne soin des enfants.
Mais ici, on dit, on regarde la mère, puis on dit, ah, t'es irresponsable. Fait qu'il faut aussi tenir compte des valeurs culturelles différentes. Je vais essayer d'aller rapidement, je vois le temps qui file. Les femmes autochtones, juste un mot spécial là-dessus. Souvent, ils quittent leur communauté parce qu'ils ont vécu de l'abus. Donc, tu as déjà été victime d'abus, tu arrives à Montréal, si tu n'as pas de ressources qui t'accueillent immédiatement à l'aéroport, il y a des proxénètes qui se pointent à l'aéroport ou autour de Dorval pour dire « Hey, est-ce que tu as une place pour dormir? Je peux t'aider. » Donc, cette manque d'accueil-là et ce manque de soutien-là fait en sorte que les femmes quittent des situations de violence et retombent ou peuvent retomber dans des cycles de violence rendus en ville. J'ai déjà entendu dire, et ça c'est tout à fait vrai, un proxénète, un pimp, là, peut offrir un lieu pour une femme pour dormir 24/7. Mais si les ressources qui sont sous-financées n'ont pas le droit ou sont incapables de développer parce qu'il y a un manque de financement, ben, le pimp est en mesure d'offrir plus à cette femme-là pour qu'elle puisse survivre qu'un ressource, qu'un refuge. Et parfois, la drogue rentre dans le décor de tout ça et ça crée un cycle de violence et de dépendance. Pour nous amener quels services, donc quand les gens arrivent à Montréal, quels services sont disponibles? Il y en a quand même. Je ne veux pas faire semblant qu'il n'y en a pas, puis il y a des services extrêmement importants, pertinents. Il y a des ressources d'hébergement pour femmes autochtones et leurs enfants, une ressource d'hébergement pour hommes et femmes autochtones en situation d'itinérance, qu'ils sont en train d'essayer de développer un service 24/7 pour l'hiver, donc juste pour dire que c'est en vue. Il y a des centres de jour spécifiques à la communauté autochtone, dont le Centre d'amitié autochtone de Montréal, qui est une ressource très importante dans toutes les grandes villes à travers le Canada. Donc, le Centre d'amitié, quand les gens arrivent à Montréal, ils cherchent immédiatement ce sentiment communautaire-là. Et le Centre d'amitié, c'est une ressource de jour qui peut offrir de soutien, de l'accompagnement. Ça donne un lieu important d'appartenance à la communauté. Il y a des services de santé. Donc, quand les personnes inuites viennent à Montréal, il y a quand même un service médical qui les aide au niveau du transport puis le suivi de leur rendez-vous. Mais si par la suite, quelqu'un décide de rester à Montréal, bien, ce service médical-là n'est pas là pour non plus les trouver un logement permanent et tout. Et donc, oui, il y a un trou dans cet aspect-là où est-ce que dès que tu quittes ta communauté et que tu décides de rester en ville, ça prend des services pour t'aider à bien t'établir à Montréal. Ça prend l'accès à l'emploi accessible, même si tu n'as pas ton secondaire ou tu ne parles pas français immédiatement. Donc, tout ça, mais il y a des services de santé pour la communauté autochtone. Ça en prend plus. Au niveau du justice, il y a un centre de justice des premiers peuples qui existe à Montréal pour soutenir les personnes autochtones s'ils ont des démêlés avec la justice, pour les accompagnements en cours, pour les traductions en cours aussi. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, mais quelles sont les solutions que les Autochtones mettent de l'avant? Ce que les Autochtones mettent de l'avant, c'est tout ce qui est par et pour. Donc, il y a eu des années, des décennies du gouvernement qui impose et qui traite des Autochtones comme des enfants. Ah, vous n'êtes pas capable de vous gérer vous-même, vous n'êtes pas capable de vos coutumes, vos rien, votre langue, c'est n'importe quoi. Tout ce que les personnes autochtones veulent, c'est un petit peu de respect du fait que c'est à nous de déterminer comment aider notre peuple parce qu'on reconnaît et on comprend la souffrance qu'ils ont vécue qui les amène ici à ce jour. Il y a aussi, peut-être vous êtes au courant, la commission Vient, qui était une commission qui a démontré que l'accès aux services publics pour les Autochtones était absolument inadéquat, que les gens se faisaient traiter comme n'importe quoi parfois, ou ben, pas parfois, ça arrivait, mais il y a eu des bonnes expériences, mais aussi beaucoup de mauvaises expériences dans les hôpitaux, en cours, dans les centres de justice et tout. Donc, encore, les personnes autochtones en ville,
c'est juridiction maintenant provinciale. Et donc, la province a aussi un rôle à jouer pour assurer que les services médicaux et autres sont accessibles. Donc, on voit de plus en plus de barrières qui sont mises sur lesquelles les personnes autochtones doivent faire face en arrivant en ville. On arrive vers la fin. Il y a eu beaucoup de personnes, puis désolée, je sais que c'est très rapide, je n'ai pas eu le temps de tout décortiquer. Les gens ont posé les questions, comment est-ce que je peux aider? Comme maintenant, est-ce que, tu sais, tout est comme négatif, puis là, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Comment aider? Premièrement, reconnaître l'importance des approches culturellement adaptées. On nous a enlevé notre langue, nos cultures, notre identité, la fierté de tout ça. C'est important de reconnaître le besoin de créer des espaces sécuritaires où est-ce que les gens peuvent parler leur langue, où est-ce qu'on peut leur demander « Ah, comment tu dis ça dans ta langue? » au lieu de dire « Comment ça, tu ne parles pas français? » Donc, de reconnaître aussi les traumatismes que les gens ont vécus. Tu sais, l'alcoolisme, ça ne vient pas juste de même parce que ça leur tente de consommer. Les gens consomment quand ils ont des grandes souffrances qui sont non traitées et non guéries. Comment prendre contact directement? Vous avez juste à dire salut comme n'importe qui. Demandez à la personne, oh, vous venez de quelle communauté? Démontrer un intérêt. Les gens sont très fiers de parler d'où ils viennent. Ils ont beaucoup de connaissances aussi à partager. Ce sont les gens que j'ai connus au refuge. Il y en a beaucoup qui sont des artistes. Et je vais vous montrer des photos à la fin. L'humour. Parfois, ce n'est pas drôle ce qui se passe dans la rue du tout. Mais aussi, ce sont des êtres humains avec plusieurs aspects. On n'est pas juste nos éléments difficiles et négatifs, on a aussi des qualités eux-mêmes aussi. Donc, they're funny people. It's okay to joke. C'est correct de faire des jokes avec les gens, sont drôles. Aussi, les gens peuvent s'impliquer dans les groupes communautaires de façon pérenne. Les groupes communautaires sont souvent sous-financés. Donc, ça ne leur permet pas de développer tout ce qu'ils souhaitent développer. Ça prend des bénévoles. L'hiver s'en vient, ça prend des dons. Donc, d'être à l'affût et de bien suivre les besoins des organismes, ça peut aussi aider. Ça, je voulais juste terminer la présentation en vous montrant quelques éléments que les personnes, quand j'étais au refuge, ils ont fait. Donc, vous voyez le grand ours en glace, là. Il y en a beaucoup que ce sont des sculpteurs. En fait, ils vendent leurs sculptures parfois aux places touristiques, au Vieux-Port. Malheureusement, ils les vendent pour 20 $, 40 $ et par la suite, les commerçants les revendent pour 400. Si tu regardes en dessous des sculptures que vous allez voir au Vieux-Port, vous allez peut-être reconnaître les noms des personnes au coin de Milton May Park. Ce sont des artistes avec des connaissances très importantes et très intéressantes. En terminant, j'allais parler un petit peu de la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais juste pour vous informer que la Ville de Montréal a une stratégie pour assurer qu'on essaie de faire mieux vis-à-vis la communauté autochtone. Et à travers cette stratégie-là, par exemple, je vais souligner le Café de la Maison Ronde, qui est un café au Square Cabot, donc plus dans l'ouest, qui emploie des personnes autochtones, malgré s'ils n'ont pas le français ou toutes les formations. Et c'est un projet de réinsertion. Donc, tu peux aller acheter un café et la personne qui travaille là, c'est quelqu'un qui est à risque d'être en itinérance ou qui est déjà en situation d'itinérance, mais qui est soutenu par l'organisme qui est l'organisme itinéraire, qui gère ce café-là. Et les intervenants forment les gens pour travailler au café et les accompagnent s'ils ont des enjeux en même temps qu'ils apprennent au niveau de l'employabilité. Donc, pour dire qu'il y a des projets intéressants qui cherchent à soutenir la communauté. Je m'arrête là, je vois que j'ai dépassé le temps. Philippe, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Adrienne, merci beaucoup. J'ai absolument échoué, moi, dans ma tâche de gestionnaire de temps, mais Adrienne, je l'ai fait sciemment. Je l'ai fait parce que j'observais le visage des citoyennes, des citoyens, des commerçants qui étaient là pour t'entendre. J'ai vu leur intérêt.
J'ai été touché par leur intérêt. Je pense que je peux parler au nom de tout le monde pour te remercier d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir abordé les différents aspects qu'on avait abordés ensemble ce soir. De façon aussi généreuse, Adrienne. Je suis très fier d'être employé de la Ville de Montréal, de savoir qu'on a sur notre plan administratif une commissaire comme toi aux relations autochtones. Puis aujourd'hui, c'est un moment pour 70 personnes, ce qui est quand même pas rien, de te découvrir, de découvrir qu'on avait ce poste-là, une pierre angulaire. On a déjà parlé hein, on l'avait dit, on avait parlé un peu des solutions qu'on a déjà en place. On le sait que les citoyens ont des préoccupations. On voulait aller un petit peu plus loin aujourd'hui pour accompagner tout le monde, pour leur donner un bagage de connaissances qui, grâce à toi, Adrienne, va nous permettre de recadrer un peu notre façon de voir les choses. Ça ne réglera pas tout du jour au lendemain, mais au nom de tout le monde qui était présent, merci beaucoup. Merci énormément. Et maintenant, je reprends mon chapeau d'animateur et je vais animer donc la période de questions. Je vais aller rapidement avec des questions qui n'ont pas été répondues par Adrienne.